Et suite, l'un des Médicis refuse son prix. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Une fois de plus, la Terre a donc tué. Peu après 19h30, hier soir, des hommes, des femmes, des enfants, par dizaines, par centaines, ont été ensevelis sous les décombres de leur maison ou bien de leur église. Cela s'est passé en Italie, très exactement dans une région située au sud-est de Naples. Mais la secousse a été ressentie dans tout le pays, de Trieste au nord à la Sicile au sud. L'épicentre du séisme se situerait dans la région d'Acerno, à la frontière entre la Campanie et le Basilicate. En milieu d'après-midi, près de 800 corps avaient déjà été retirés des décombres, mais il ne s'agit là que d'un bilan très provisoire, probablement dépassé à l'heure qu'il est. Victor Vramant, l'envoyé spécial permanent d'Antenne 2 en Italie, est depuis hier soir sur place dans la région sinistrée. Victor Vramant. À 18h30 ce soir, le bilan officiel était de 796 morts. Mais cela ne veut rien dire puisque ce bilan change, augmente d'heure en heure. Il faut bien se rendre compte que ce sont des villages isolés, répartis sur près de 300 km qui ont été détruits. Chaque village transmet le recensement des victimes au préfet, qui eux les font parvenir au ministère de l'Intérieur à Rome. Il faut du temps, beaucoup de temps, pour déblayer les décombres et retrouver des corps ou des survivants. 796 morts à 18h30. Le tremblement de terre du Frioul il y a 4 ans avait fait 1 millier de morts. Ce chiffre risque d'être dépassé. Dans ces cas-là, les secours sont très difficiles. Les routes et les ponts sont souvent coupés. Les militaires, les pompiers, mais surtout les véhicules ont beaucoup de mal à arriver. Pour avoir une idée plus précise du désastre, la petite ville de Sant'Angelo dei Lombardi, dans la province d'Avellino, compte 14 000 habitants. Or, cette petite ville a été détruite à 80%. Même chose pour Lione, qui compte 5 000 habitants. Ce sont deux exemples. Mais il y a beaucoup d'autres villages, beaucoup d'autres communes qui ont été détruites à 80%. Et pendant toute la journée, on a trouvé des morts et des blessés. Le village martyr, c'est Balvano, dans la province de Potenza. Un désastre. L'église s'est effondrée sur près de 200 fidèles alors qu'on célébrait la messe. On a mis à jour 160 corps inanimés. Disons-le bien haut, malgré l'ampleur de la catastrophe et malgré les difficultés, les secours sont efficaces. C'est malheureux à dire, mais l'Italie a une grande expérience des tremblements de terre. Il y a eu Messine au début du siècle, il y a eu Bellice en Sicile, il y a déjà eu un tremblement de terre dans cette même région, en 1930, qui a fait une centaine de morts. Il y a un dévouement et une solidarité exemplaires. Le premier moment de panique, bien naturel, a été complètement surmonté. Le gouvernement italien sait qu'il devra faire l'impossible en faveur des régions sinistrées. Ici, nous sommes dans le sud de l'Italie, dans le Mezzogiorno. La douleur est toujours très apparente, elle s'exprime très haut. Et puis, dans ces régions où la vie est difficile, dans ce sud déshérité, perdre sa maison est quelque chose de terrible. Il a fallu des années pour la construire. Dans l'immédiat, on compte les morts et les blessés, mais il y a d'autres dangers. Il y a des risques d'épidémie. Parfois, l'eau potable n'arrive plus. Les conséquences, toutes les conséquences de ce tremblement de terre qui a duré quelques secondes restent encore à déterminer. Oui, pendant que Victor Vramant relatait pour nous ce qu'il a vu depuis hier soir dans cette région du sud de l'Italie, un nouveau bilan vient de me parvenir, bilan à 19h30, c'est-à-dire il y a 33 minutes très exactement, 821 morts. Depuis 19h35 hier soir, depuis donc la première secousse qui a ravagé cette région du sud de l'Italie, ce sont près d'une centaine de séismes qui ont été enregistrés sur les sismographes. Des secousses de faible intensité bien sûr, mais qui gênent néanmoins l'activité des sauveteurs. Alors, une fois de plus aujourd'hui, les hommes regardent vers la Terre. Pourquoi y a-t-il des séismes? Pourquoi, de temps en temps, le sol se soulève-t-il? Au niveau de la Méditerranée, les choses sont assez compliquées parce que toute cette zone est traversée par deux zones de fracture. Une part du nord de la Turquie pour traverser la Grèce, l'Albanie, la Yougoslavie, le nord de l'Italie, le sud de la France et enfin l'Espagne. L'autre part également de la Turquie mais plus au sud, passe à côté de la Crète et va traverser tout le nord de l'Afrique du Nord avec, rappelez-vous, il y a 1 mois et demi donc, le tremblement de terre d'El Asnam ici. Les choses se compliquent un petit peu parce que le continent africain ne remonte pas régulièrement contre le continent d'Euro-Asie. En ce sens que dans cette partie orientale de la Méditerranée, le déplacement est de 3 cm par an, alors qu'ici, le déplacement n'est seulement que de 1 à 2 cm par an. L'Italie est un peu le centre de tous ces bouleversements, et par exemple la Corse a tendance à se diriger vers la Côte d'Azur. Par contre, la Sardaigne, elle se dirige
à 90 degrés vers Rome. Quant à la Sicile, elle tourne un peu en pivotant autour de la pointe de l'Italie, et c'est justement vers cet endroit-ci que vient de se produire le tremblement de terre. C'est en fait toute l'Italie qui est le siège de mouvements tout à fait étranges et incompris. Et c'est la raison pour laquelle les prévisions dans toute cette région, depuis le nord jusqu'au sud et même en Sicile, sont absolument impossibles pour le moment. Oui, on sait donc comment la Terre bouge. On sait que des plaques qui exercent une pression l'une vers l'autre se soulèvent brutalement. Alors, me direz-vous, puisque l'on sait cela, on doit être capable de prévoir ces catastrophes. Eh bien non, les scientifiques en ce domaine avouent leur totale impuissance. Ils savent où peuvent se produire des séismes, quelles sont les régions du monde qui sont les plus menacées, mais dans l'état actuel de la science, ils ne peuvent pas aller plus loin, ils ne peuvent pas dire « Attention, la Terre tremblera demain ou dans 8 jours à tel ou tel endroit ». En plus de la connaissance du terrain, des failles qui existent et des anciens tremblements de terre, comme vous les voyez sur la carte de la Méditerranée ici, le scientifique qui doit étudier la prévision peut se guider sur d'autres observations. Les ondes qu'il reçoit sur des appareils comme celui-ci, le séismographe, ici donc à Louvain, à la faculté des sciences de Jussieu à Paris, ou encore sur des observations de terrain. Alors Monsieur Taponnier, avec quoi vous pouvez faire des bonnes prévisions pour les tremblements de terre et dans quel cas ça a marché ? Alors il faut surtout des observations de terrain précises et bien localisées. Les grands séismes en général, enfin nous l'espérons, certains, un grand nombre de séismes peuvent prévenir. Il y a des effets précurseurs avant qui sont des variations d'eau dans les puits, des sources qui tarissent, l'eau qui devient boueuse, comportement animal ou surtout et plus utile pour nous, des secousses précurseurs. Qu'il n'y a pas eu ici en Italie. Apparemment pas, d'après nos enregistrements, mais des instruments sur le terrain auraient pu peut-être enregistrer de telles secousses. Alors ici, en Europe, historiquement, vous avez eu de telles prévisions ? En Europe, nous n'avons pas eu de prévision encore. Hein. C'est un phénomène, c'est difficile. Pour bien prédire un tremblement de terre, il faut d'abord connaître les failles, et leur histoire, et leur fonctionnement. Une faille qui est particulièrement spectaculaire à cet égard est la faille nord-anatolienne, le long de laquelle, entre 1939 et 1953, de grands tremblements de terre, de magnitude 7 à 8, se sont propagés d'est en ouest. Ça, c'est un cas idéal, mais alors... Idéal, mais rare. Oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous réclamez, en fait, pour prévoir des tremblements de terre? Il faut d'abord que nous connaissions bien un certain nombre de failles dangereuses. Ensuite, placer des instruments sur le terrain qui permettent de suivre l'activité de la faille en continu. Dans combien de temps vous arriverez, alors, chez nous, par exemple? Pour les bons tremblements de terre, ceux qui préviennent, je ne sais pas, peut-être 20 ans, 10, 20 ans, nous espérons avoir une meilleure compréhension du phénomène et la possibilité de prédire. Voilà, et le jour où les scientifiques pourront nous dire, nous savons à quel moment il y aura un séisme, je crois que c'est un des grands mystères de notre monde qui aura été éclairci. Les statisticiens pourront peut-être eux aussi à ce moment-là clore le chapitre catastrophe. C'est qu'en 20 ans, il y en a eu des tremblements de terre. Du 29 février 1960, c'était Agadir, au séisme d'hier, les morts se comptent dans le monde entier par centaines de milliers. Alors un seul exemple, la secousse qui a ébranlé la Chine, c'était en février 1976. Eh bien, cette secousse a fait 242 000 morts. Et dans les quelques derniers mois, d'autres séismes, bien sûr, nous vous en avons parlé et nous vous avons montré des images. En Italie, c'était en 1976, le dernier séisme. Le 10 octobre dernier, la terre tremble en Algérie, à El Asnam, ex-Orléansville, 26 ans après un séisme qui avait déjà partiellement détruit la ville. Mais en 1954, l'intensité du tremblement de terre était 15 fois moindre qu'en 1980. Le bilan est lourd, 2600 morts et plus de 8000 blessés. Il aurait pu être plus lourd encore. Le séisme a eu lieu en effet un vendredi, jour de repos où tous les bâtiments publics, bureaux, écoles sont fermés. El Asnam est quand même détruit à 70%. Le 7 mai 1976, la région du Frioul dans le nord-est de l'Italie est secouée par un violent séisme. 2 jours après, alors que les sauveteurs tentent de sortir des personnes encore ensevelies sous les décombres, la terre tremble à nouveau. Des dizaines de villages sont sinistrés et coupés du reste du monde pendant plusieurs jours. À cette époque, il fait très chaud en Italie et des dizaines de victimes sont inhumées en fosses communes sans qu'on ait eu le temps de les reconnaître pour éviter tout risque d'épidémie. En définitive, le séisme du Frioul aura fait 1000 morts et 65 000 sans-abri.
Aussitôt connue la catastrophe d'hier, les télégrammes de condoléances sont afflués en Italie, où un deuil national a été proclamé. Message du pape Jean-Paul II d'abord, qui s'est associé à l'indicible souffrance des populations italiennes. Message aussi du président Giscard d'Estaing au président italien, M. Pertini. Dans ces cruelles circonstances, écrit le chef de l'État, je vous demande d'adresser aux populations éprouvées les sentiments de solidarité du peuple français. Je vous prie de croire à ma haute considération personnelle. Différentes associations se sont également mobilisées pour venir en aide aux sinistrés italiens. Mais alors, pour vous laisser le temps peut-être de prendre un morceau de papier et un crayon, je crois qu'il vaudrait mieux que je vous en donne la liste à la fin de cette édition, la liste avec bien sûr les adresses exactes. Et puis Patrick Poivre d'Arvor est, lui, en Italie, il est dans la région sinistrée avec les équipes de reportage d'Antenne 2, et c'est de cette région qu'il vous présentera demain soir à 20h, notre édition d'Antenne 2 de la soirée. Et puis ce nouveau bilan qui me parvient à 20h très exactement, 895 morts, vous voyez, de minute en minute, le chiffre des victimes augmente. La politique. Dans les 7 circonscriptions où ils seront appelés dimanche prochain aux urnes, les Français auront finalement le choix entre 2 candidats et 2 candidats seulement. À l'issue du premier tour de ces 7 législatives partielles, un premier tour qui avait lieu hier, personne n'a été élu. C'est un ballottage généralisé et aujourd'hui, Noël Copin, tout le monde est à peu près, je crois, satisfait. Tout le monde est content, ou presque. Et cela peut s'expliquer. D'abord parce que dans l'ensemble des 7 circonscriptions, on constate globalement une certaine stabilité du corps électoral. Ensuite, chaque circonscription est un cas particulier et chacun peut trouver dans tel ou tel de ces cas un motif de satisfaction. Mais quelles leçons peut-on en tirer? Le principal enseignement pour les partis de la majorité, c'est qu'ils ont intérêt à présenter chacun leur candidat pour mieux ratisser les électeurs, comme on dit. Dans la Gironde, où ils ont présenté un candidat commun, un RPR, le résultat de celui-ci n'a pas été bon. Du côté de l'opposition, on note un progrès du Parti socialiste, sensible en particulier dans l'Ain, dans le Cantal et la Gironde. M. Mitterrand en conclut que le suffrage universel a, dit-il, validé la ligne politique des socialistes. Le Parti communiste, qui enregistre, lui, un certain recul, conteste cette avancée du Parti socialiste. Cependant, il a annoncé dès aujourd'hui que ses candidats se désisteraient pour les candidats socialistes. On verra donc dimanche prochain comment les électeurs auront suivi cette consigne. Il ne sera pas facile d'en tirer des conclusions pour les présidentielles. M. André Lajoigny l'a dit tout à l'heure à France Inter, le Parti communiste ne prendra sa décision qu'au soir du premier tour. Oui, une déclaration qui sera probablement commentée dans quelques minutes par M. Michel Rocard. Michel Rocard qui est en effet l'invité de Carte sur table à 20h30, un Carte sur table tout à fait exceptionnel. Depuis sa dernière intervention télévisée, Bernard Pradino, je crois qu'il s'est en effet passé pas mal de choses tout de même. La dernière fois que vous avez entendu Michel Rocard en direct à la télévision, c'était ce fameux dimanche soir, le 19 octobre dernier, depuis la mairie de Conflans-Sainte-Honorine. M. Rocard, devant l'opinion, avait proposé aux socialistes d'être leur candidat à la présidence de la République. Il avait proposé également aux Français d'apprendre à vivre ensemble mieux qu'aujourd'hui. Depuis, M. Mitterrand est devenu lui-même candidat au présidentiel, le 8 novembre dernier. Et M. Rocard s'est effacé. La veille déterminé, le lendemain passant la main, au risque de décevoir une grande partie, voire l'ensemble de ses supporters. Il doit maintenant s'expliquer. C'est une tâche difficile. Michel Rocard va le faire ce soir sur Antenne 2 en répondant aux questions de Jean-Pierre Elkabbach et de Alain Duhamel. Carte sur table sera diffusée en direct comme d'habitude et ce soir du Théâtre de l'Empire. Michel Rocard dans une vingtaine de minutes, une explication qui pèsera dans la campagne électorale. En effet, Michel Rocard à 20h30 sur Antenne 2. À l'issue de ce Carte sur table, question de temps. Un question de temps tout à fait exceptionnel qui est consacré à l'affaire Mauvillain. Je vous résume rapidement cette affaire. Le 25 novembre 1975, un homme de 55 ans, Guy Mauvillain, est condamné à 18 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Saintes. Le jury avait estimé que Guy Mauvillain était coupable de l'assassinat d'une vieille dame âgée de 76 ans. Mais dans ce dossier, il n'y avait ni empreinte digitale, ni mobile, ni aveu, ni arme. Contre Guy Mauvillain, un nom, le sien, prononcé par la victime, qui venait d'avoir le crâne fracassé. Un dossier qui, au fil des mois, et des cris d'innocence aussi du condamné, a donc provoqué le doute. Un doute qui a amené Paul Lefebvre à réaliser une contre-enquête minutieuse, et c'est cette contre-enquête que vous pourrez suivre ce soir dans Question de temps. Mais tout de suite, et pour la première fois, M. Raoul Bethey, le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, un haut fonctionnaire d'ordinaire silencieux donc, M. Bethey a accepté de parler. Cet homme qui a été condamné a droit au silence, et notamment à mon silence. Vous me direz que c'est lui qui le rompt, et qu'il me rend en quelque sorte ma liberté.
Mais moi, dans ces sortes d'affaires, je suis habitué à avoir un contradicteur. Et je n'en aurai pas. Et en plus, je n'en veux pas. Parce que je ne veux pas un nouveau débat. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, les téléspectateurs ne sont pas un juge supérieur à la cour d'assises et à la cour de cassation. C'est vrai que la télévision, la presse en général, n'est pas un tribunal, mais c'est vrai aussi qu'elle est une sorte de recours. C'est vrai qu'il ne faut pas opposer à l'intime conviction des jurés l'impression et la passion des téléspectateurs. Mais c'est vrai aussi que le métier, sinon la mission du journaliste, est de faire savoir, de faire connaître ce qu'il a pu apprendre pour que le téléspectateur, c'est-à-dire le citoyen, analyse, réfléchisse et se détermine. L'affaire Mauvillain et son doute n'est pas une exception, mais ce n'est pas non plus une généralité. L'affaire Mauvillain peut faire douter d'une décision de justice, mais ce n'est pas une remise en cause du principe de la justice. Au moment où, paraît-il, les Français ont peur, c'est peut-être imprudent de leur soumettre ce doute, mais une société se juge peut-être aussi par ses hésitations. Nous avons fait notre métier. Et oui, l'affaire Mauvillain, une enquête de Paul Lefebvre, donc dans question de temps, ce soir à partir de 21h25, juste après Carte sur table. Et puis, dans le domaine judiciaire, un verdict, il vient de me parvenir, celui de la Cour d'assises de Paris qui avait à juger Claude Lecomte et Henri Mange-Matin, 2 hommes accusés de l'assassinat d'un militant de la CGT, Pierre Maître, devant l'usine des verreries mécaniques champenoises à Reims, il y a 3 ans et demi. Claude Lecomte vient d'être condamné par la Cour d'assises à 20 ans de réclusion criminelle et son complice Henri Mange-Matin à 7 années de la même peine. Pour une soixantaine de parlementaires du RPR, l'heure n'était pas au débat politique aujourd'hui, mais au souvenir. Le RPR avait en effet organisé pour ses députés et ses sénateurs un voyage à Colombey-les-Deux-Églises, 15 jours après le 10e anniversaire de la mort du général de Gaulle. C'est M. Jacques Chirac, vous l'avez vu, qui conduisait cette délégation. Les parlementaires du RPR ont assisté à une messe dans la petite église de Colombey-les-Deux-Églises avant de se rendre sur la tombe de l'ancien chef de l'État et au mémorial de Colombey-les-Deux-Églises. Le conflit des marins-pêcheurs, la crise pourrait rebondir. Les marins-pêcheurs de Boulogne ont rejeté aujourd'hui un protocole d'accord proposé par les armateurs. Un protocole qui prévoyait une réduction des effectifs à bord des bateaux. Devant ce rejet, un armateur a d'ores et déjà annoncé son intention de désarmer l'un de ses chalutiers. Pour la première fois, l'agence TASS a fait référence aujourd'hui au syndicat Libre Solidarité, une référence en forme de mise en garde. Selon TASS, la menace de grève lancée par le syndicat Solidarité pourrait porter atteinte à la défense de la Pologne. Les soldats libyens au Tchad, dans la région de N'Djamena, la France est préoccupée, c'est ce qui ressort d'un communiqué publié ce matin par le Quai d'Orsay, un communiqué qui ne cite pas nommément les Libyens, mais qui parle d'éléments armés venus de l'étranger. Et ce midi, monsieur Jean-François Poncet, le ministre français des Affaires étrangères, en réponse à une question qui portait sur l'éventuel envoi de troupes françaises au Tchad, monsieur Jean-François Poncet a estimé qu'il ne fallait pas préjuger des demandes que pourraient présenter à notre pays les États africains concernés par le conflit tchadien. Le Premier ministre du Canada, M. Pierre Elliott Trudeau, est en voyage en France. Il s'agit d'un voyage privé, mais on parle tout de même politique. C'est ainsi que M. Trudeau a été reçu pendant près d'1 heure par le chef de l'État à l'Élysée. Une rencontre durant laquelle les 2 hommes ont surtout évoqué les différents sommets qui vont avoir lieu dans les jours et les semaines qui viennent, et notamment le sommet des pays francophones qui se tiendra prochainement à Dakar. Mais devant les journalistes, il a été aussi question du Québec et des relations entre M. Trudeau et le numéro 1 québécois, M. Lévesque. Alors, comment cela se passe-t-il? Écoutez la réponse de Pierre Elliott Trudeau. Eh bien, elles sont correctes à l'intérieur du cadre constitutionnel. Je continue de diriger un gouvernement qui parle au nom de l'ensemble des Canadiens et M. Lévesque continue de diriger un gouvernement qui parle au nom de l'ensemble des Québécois. Dans son cas, c'est de plus en plus douteux puisqu'il accumule défaites électorales sur défaites électorales dans des élections partielles. Mais enfin jusqu'aux élections générales et jusqu'à un changement possible de gouvernement, M. Lévesque est la voix autorisée pour parler au nom du gouvernement québécois dans toutes les questions qui touchent à la juridiction québécoise. 5 avions de plus dans le carnet de commande d'Airbus Industrie. Il s'agit de la version A310B et ces appareils sont destinés à la compagnie libanaise MEA, Middle East Airlines. Dans l'avenir, la MEA pourrait commander 14 appareils supplémentaires. Du pétrole en mer de Chine, les Français vont essayer d'en trouver. La compagnie Elf Aquitaine a commencé son premier forage ce matin et c'est la première fois qu'une compagnie étrangère est ainsi autorisée à forer des puits de pétrole dans les eaux territoriales chinoises. Le contrat est honnête, partage des frais engagés en cas d'échec et surtout partage des bénéfices en cas de découverte de pétrole exploitable.
2 morts et 10 blessés dans un café. C'était hier soir à Hendaye. Un attentat qui a été revendiqué par un groupe d'extrême droite, le bataillon basque espagnol. Cela s'est passé peu avant 19 h hier dimanche dans un bar à quelques mètres seulement de la mairie de Hendaye. 20 à 25 personnes étaient en train de consommer lorsque le passager d'une voiture a ouvert le feu avec un pistolet mitrailleur. Il s'est ensuite enfoui avec ses complices. Cette fuite a d'ailleurs fait pas mal de bruit dans la région et le commissaire de police espagnol, responsable du poste frontière d'Irún, a été démis de ses fonctions. Il avait en effet remis en liberté hier soir 3 jeunes gens qui venaient justement de forcer un barrage à la frontière et que la police française soupçonnait d'être responsable de la fusillade. À Rotterdam siège en ce moment même le tribunal Russell, une institution qui a été fondée par le philosophe Bertrand Russell. Et c'est un tribunal qui se réunit périodiquement pour juger des atteintes aux droits de l'homme dans le monde entier. Cette fois-ci, le tribunal se réunit pour entendre des témoignages sur les violations des droits commises contre des Indiens en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Justement, comment vivent-ils ces Indiens aujourd'hui? Leur situation est très différente selon les pays, tout comme est différente d'ailleurs selon chaque tribu le degré d'assimilation ou de refus de la civilisation contemporaine. Voici un exemple en Amazonie où Philippe Gassot a été témoin de la résistance d'une tribu indienne à l'accaparement des terres par les grands fermiers brésiliens. Sans animosité contre les étrangers, les Indiens sont méfiants. Car pour la majorité des Brésiliens, ils sont considérés comme des sous-hommes. Non baptisés, on les appelle ceux qui n'ont pas d'âme, et dans la région, en raison de l'os qui traverse leurs lèvres inférieures, ils sont appelés les lèvres percées. Ces Indiens, ils étaient 5 millions au moment de la découverte du Brésil. Ils sont devenus 200 000, c'est parce qu'on les a tués, et pour avoir leurs terres. Alors je trouve qu'on les a volés. Et c'est une injustice historique contre eux. Devant la loi, l'Indien est considéré comme mineur, donc irresponsable. Et cette loi, qui les situe hors des juridictions, qui fait d'eux des êtres entièrement à part, sans papier d'identité, les dispense des décrets faits pour les autres. Depuis plusieurs années, le gouvernement propriétaire des terres indiennes a promis une délimitation du territoire, mais rien n'a été fait. Alors les Indiens l'ont fait eux-mêmes. Là où vit l'Indien, dit la loi, il est chez lui. Avec un géomètre, ils ont pris les devants en faisant établir une carte de leur domaine, un carré d'une vingtaine de kilomètres de côté. Le statut des Indiens n'a jamais été respecté, indique le fils du chef, le leader de la contestation. La démarcation n'a jamais été faite. Il faut que l'on reconnaisse les Indiens comme héritiers et collectivement propriétaires des terres. Il faut aussi que cessent les entraves mises au contact entre les tribus. Un texte a été déposé en ce sens au gouvernement. Pour le moment, il n'y a pas de réaction. Les Indiens sont allés encore plus loin. Ils se sont attaqués aux gros propriétaires terriens qui se sont installés sur leurs terres. Ils sont rentrés dans une ferme, comme chez eux, car ils y sont, et ont placé une pancarte qui indique qu'à partir de là, la terre est à eux. Il n'y a pas eu de réaction non plus de l'agent local de la FUNAI. Il a dû laisser faire. C'est une victoire. La tribu est bien résolue à ne pas laisser avancer ces clôtures, qui peu à peu amèneront la disparition de la tribu. Pour lutter contre les fermiers, ils sont prêts à prendre les arcs et les fusils. Les prix littéraires, suite aujourd'hui avec le Femina et le Médicis, je devrais plutôt dire d'ailleurs les prix Médicis. Pour le Femina, c'est Jocelyne François qui l'a emporté avec son livre, son roman Junou Espagna, qui est publié au Mercure de France. Pour le Médicis, 3 lauréats. Pour le Médicis France, 2 ex-aequo, Jean Lahougue et Jean-Luc Benosiglio. Et pour le Médicis étranger, eh bien, il couronne un écrivain sud-africain, André Brink, pour Une saison blanche et sèche, un livre qui est publié chez Stock. Mais à propos du prix Médicis France, alors une controverse. Jean Lahougue a en effet décidé de refuser ce prix. La seule dignité de l'écriture, a-t-il déclaré cet après-midi, est qu'elle n'autorise aucune hiérarchie. Or, explique-t-il, un prix fait naître une hiérarchie artificielle. Les jurés du Médicis, de leur côté, apprenant ce refus, ont fait savoir qu'ils n'avaient pas à tenir compte des options personnelles de chacun. Alors qu'il le veuille ou non, Jean Lahougue est le prix Médicis 1980. Jean-Luc
que Benno Ziglio, lui, a accepté son prix et Monique Atlan l'a rencontré juste après. C'était la première fois dans toute son histoire que le prix Médicis était décerné ce matin à 2 auteurs ex aequo, Jean Lahougue pour Conte in the Heights et Jean-Luc Benozilio pour Cabinet Portrait. Or, on vient d'apprendre que Jean Lahougue refuse par principe ce prix. Alors vous, Jean-Luc Benozilio, vous l'acceptez et vous en êtes très content. Bien sûr. Cela dit, j'ai appris la nouvelle pratiquement en même temps que vous il y a quelques instants. J'ignore absolument les raisons qui ont fait que Lahougue a refusé son prix. Il est possible qu'il ait été plus courageux que moi. Je veux dire, je ne juge pas, je ne préjuge pas de sa décision, qui peut être pure et dure, et que d'une certaine façon j'admire. Cabinet Portrait, c'est un livre à la fois drôle, féroce, qui raconte l'histoire d'un être mal aimé, désemparé, et qui cherche refuge tout simplement aux toilettes, qui lit des encyclopédies comme ça, tout seul, aux toilettes. Alors pourquoi avoir planté vos décors au cabinet? Parce que j'ai imaginé que mon personnage avait trouvé dans les toilettes le seul endroit possible de calme. On peut en tirer je ne sais pas quel symbole, c'est pas mon travail de faire de la symbolique. C'était le seul endroit sur le palier, coincé entre des télévisions hurlantes d'un côté, pardon pour la télévision, et de l'autre côté une voisine qui râlait à n'en plus finir. Il se trouvait que le seul endroit calme qui restait sur le palier était les toilettes, et c'est là qu'il va se réfugier. Jusqu'au jour où même les voisins trouvent que même là il est de trop. J'aimerais que vous lisiez un petit peu la couverture de votre livre. C'est vous qui l'avez écrit aussi. Très bien, oui, c'est le Prière de Serret. Bon, je vais vous lire le premier paragraphe. Victime, consciente ou non, consentante ou pas, de l'insidieuse pression qui depuis ses débuts s'exerçait sur lui, l'auteur nous livre enfin un 6e roman où les phrases sont courtes, les parenthèses rares, les paragraphes nombreux et les signes de ponctuation à peu près à leur place. Pour ne rien dire des dit-il, fit-il et autres songea-t-il. Alors maintenant que ça marche, vous allez continuer à mettre les points sur les i et les virgules à leur place? Je sais pas, je serai peut-être victime du succès, je vais peut-être faire de plus en plus de points, de plus en plus de virgules, des phrases de plus en plus courtes, et peut-être un livre avec un mot pour finir. Livre qui sera rapidement lu. Le séisme en Italie, je vous rappelle le bilan tel qu'il se présentait à 20 h, près de 900 morts, 895 très exactement, un bilan qui doit être déplacé actuellement. Comme promis, je vais vous donner maintenant les adresses des différentes associations qui ont annoncer leur solidarité avec les sinistrés italiens. D'abord le Secours populaire français, vous voyez l'adresse, 9 rue Froissart, 75 003 à Paris, compte chèque postal 654 37 H Paris, en précisant bien sûr sinistrés d'Italie. Ensuite, l'Action d'urgence internationale qui est spécialisée dans la recherche des personnes qui sont sous les décombres avec des matériels acoustiques extrêmement perfectionnés. L'AUI donc, 129 rue du Faubourg Poissonnière, 75 009 Paris, CCP, 6 887 00 T Paris, en précisant toujours pour les sinistrés d'Italie. Enfin, le Secours catholique, 106 rue du Bac, 75 007 Paris, compte chèque postal 56 20 09 K à Paris, mention toujours les sinistrés d'Italie. La météo. Aujourd'hui, les températures étaient assez élevées dans les régions méridionales. Demain, une zone pluvieuse le matin de la Vendée aux Ardennes et le soir du Languedoc à la Savoie. Au sud de cette zone, un temps très brumeux le matin et qui devrait être ensoleillé l'après-midi. Voilà pour les prévisions météo pour demain. C'était avec l'autre que vous retrouverez pour la dernière édition de ce soir. Ce sera, je pense, aux alentours de 23h, 23h15. N'oubliez pas tout de suite, après ce journal, Carte sur table, donc, avec Michel Rocard. Après Carte sur table, question de temps, l'affaire Mauvillain. Et puis demain, à 12h45, l'invité d'Antenne de Midi, ce sera Jean Dutour. Bon après-midi, bonne soirée, et à demain.